202 avant Jésus-Christ. Les plaines arides de Numidie, près de Zama Regia, à environ 90 miles à l'ouest d'Adrumetum, deux armées se font face dans la chaleur suffocante de l'Afrique du Nord. Cette journée va sceller le destin de la Méditerranée pour les siècles à venir. D'un côté, Hannibal Barca, le génie militaire carthaginois qui a terrorisé l'Italie pendant 15 ans. De l'autre, Scipion, ce jeune général romain de 34 ans à peine, qui porte sur ses épaules l'espoir de toute une république au bord du gouffre. Rome se souvient encore. Le souvenir de Cannes, 16 ans plus tôt, hante toujours les nuits des Romains. Cette boucherie où 70 000 légionnaires ont péri en une seule journée sous les coups d'Hannibal. Les rues de Rome avaient retenti des pleurs des veuves. Le Sénat tremblait. Hannibal avait campé à 5 km de la ville éternelle, suffisamment proche pour que les Romains voient la fumée de ses feux de camp. Suffisamment proche pour que la terreur s'installe dans chaque foyer. Pendant 15 années, le Carthaginois a ravagé la péninsule, brûlant les récoltes, massacrant les armées romaines, ralliant les alliés de Rome à sa cause. 15 années où Rome a survécu, mais n'a jamais vraiment vécu. La deuxième guerre punique a commencé en 218 avant Jésus-Christ, quand Hannibal, ce fils d'Hamilcar Barca, qui a juré enfant de détruire Rome, a attaqué Saguntum, une ville alliée de Rome en Espagne. Les Romains s'attendaient à combattre en Espagne ou en Afrique. Hannibal leur a offert quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Une invasion de l'Italie par les Alpes, avec des éléphants, au cœur de l'hiver. Les généraux romains ont ri. Puis ils ont cessé de rire quand les survivants de l'armée carthaginoise, moins de la moitié des effectifs de départ, mais suffisamment nombreux et déterminés, ont déferlé sur la plaine du Pô. La Trébie, le Trasimène, Cannes, 3 batailles, 3 désastres. À chaque fois, Hannibal a démontré un génie tactique qui dépassait tout ce que Rome connaissait. Il lisait le terrain comme un livre ouvert. Il anticipait chaque mouvement de ses adversaires. Il transformait leurs forces en faiblesse. À Cannes, il a créé le modèle de la bataille d'encerclement parfaite, un chef-d'œuvre de stratégie militaire qui sera étudié pendant 2 millénaires. Son centre a reculé, attirant les Romains dans un piège mortel, pendant que sa cavalerie balayait les flancs et refermait l'étau. Les légionnaires se sont retrouvés compressés, incapables de manœuvrer, massacrés méthodiquement. L'historien Polybe raconte que les Romains mouraient si vite que certains s'étouffaient dans la masse des corps avant même d'être frappés. Rome aurait dû tomber. N'importe quelle autre cité aurait capitulé. Mais Rome n'était pas n'importe quelle cité. Le Sénat a refusé de négocier. Fabius Maximus a inventé une nouvelle forme de guerre, harceler Hannibal sans jamais l'affronter directement, détruire ses lignes de ravitaillement, user sa force. Les Romains l'ont surnommé le temporisateur, et beaucoup le méprisaient pour sa lâcheté supposée. Mais il a sauvé Rome en refusant de jouer selon les règles d'Hannibal. Pendant ce temps, un jeune homme observait, apprenait, grandissait. Publius Cornelius Scipio. Il avait 17 ans au Tessin, la première bataille de la guerre, quand il a sauvé la vie de son père blessé en chargeant seul à travers les lignes ennemies. Il avait 18 ans à la Trébie, 20 ans à Cannes, où il a survécu au massacre en tant que tribun militaire de la Seconde Légion. Il a vu Rome perdre 100 000 hommes en 2 ans. Il a vu Hannibal humilier les meilleurs généraux de la République. Il a vu et il a compris. En 211 avant Jésus-Christ, son père Publius et son oncle Gnaeus sont tués en Espagne par les armées carthaginoises dirigées par Hasdrubal Barca, le frère d'Hannibal. 2 Scipions morts en quelques jours. Les armées romaines d'Espagne sont brisées. Personne à Rome n'ose prendre leur place. Le commandement en Espagne ressemble à un arrêt de mort, mais le jeune Scipion se présente devant le peuple. Il a 24 ans. Il n'a jamais été consul. Il n'a même pas été préteur. Il viole toutes les règles du cursus honorum, la carrière politique strictement réglementée des aristocrates romains. Et pourtant, le peuple le choisit. Peut-être par désespoir. Peut-être parce qu'il voit en lui quelque chose que les vieux généraux n'ont pas. Scipion arrive en Espagne en 210 avant Jésus-Christ avec un plan audacieux. Les Carthaginois contrôlent la péninsule depuis 3 bases majeures, Carthagène, leur capitale espagnole, et 2 autres villes stratégiques. Leurs armées sont dispersées, chacune commandée par un général différent. Au lieu d'affronter directement ces armées dans des batailles rangées où l'expérience carthaginoise pourrait faire la différence,
Scipion frappe au cœur. En 209 avant Jésus-Christ, il attaque Carthagène. La ville est réputée imprenable. Elle est protégée par des murailles massives, une garnison puissante et surtout par sa position. Construite sur une presqu'île, elle n'est accessible que par un étroit isthme. Scipion a étudié le terrain. Il a appris des pêcheurs locaux qu'à marée basse, la lagune au nord de la ville devient praticable. Pendant que ses troupes lancent un assaut frontal qui fixe les défenseurs, il envoie un détachement passer par la lagune. Les Carthaginois, pris entre deux feux, sont submergés. La ville tombe en un jour. La prise de Carthagène change tout. Scipion capture les ateliers de fabrication d'armes, les réserves de grains, le trésor de guerre carthaginois en Espagne. Plus important encore, il libère des otages, les fils et les filles des chefs ibères que les Carthaginois retenaient pour garantir la loyauté de leur père. Scipion les renvoie chez eux avec des présents. Un geste simple qui va transformer la carte politique de l'Espagne. Les tribus ibères commencent à basculer du côté romain. Parmi ces otages, il y a la fiancée d'Alutius, un chef celtibère. Cette jeune femme, d'une beauté remarquable, est offerte à Scipion après la victoire. Il refuse de la toucher et la rend à son fiancé avec la rançon que sa famille avait apportée. Alutius, touché par cette noblesse, devient un allié fidèle de Rome. Cette histoire, celle de la continence de Scipion, sera immortalisée par les peintres pendant des siècles. Mais au-delà de l'anecdote, elle révèle la méthode de Scipion. Gagner les cœurs et les esprits, pas seulement les batailles. En 208 avant Jésus-Christ, Scipion affronte Hasdrubal Barca à Baecula, en Andalousie. Hasdrubal est un général expérimenté, presque aussi brillant que son frère aîné. Mais Scipion ne se bat pas comme les autres Romains. Il ne lance pas frontalement ses légions dans un assaut brutal. Il manœuvre, feinte, divise l'armée carthaginoise, l'oblige à se battre sur plusieurs fronts simultanément. Hasdrubal est battu, mais parvient à s'échapper avec une partie de ses forces. Il file vers le nord, traverse les Pyrénées, puis les Alpes, cherchant à rejoindre son frère en Italie. Si Hannibal et Hasdrubal unissent leurs armées, Rome est perdue. Le Sénat le sait. 2 armées consulaires sont envoyées pour intercepter Hasdrubal. En 207 avant Jésus-Christ, au Métaure, dans le nord de l'Italie, Hasdrubal est rattrapé et détruit. Les Romains lui coupent la tête et la jettent dans le camp d'Hannibal. Quand Hannibal voit la tête de son frère, il comprend que tout est fini. Les renforts qu'il attendait depuis des années ne viendront jamais. Il continue à se battre pendant 4 ans encore, mais c'est un combat désespéré. Il ne peut plus gagner. Il peut seulement retarder l'inévitable. Scipion, lui, continue à conquérir l'Espagne. En 206 avant Jésus-Christ, il remporte la bataille d'Ilipa, un affrontement décisif qui brise définitivement la puissance carthaginoise dans la péninsule. Cette fois, il emploie une tactique inversée. Il place ses meilleures troupes sur les ailes et ses forces les moins fiables au centre, forçant l'ennemi à étendre ses lignes, puis il encercle les flancs carthaginois. C'est du Hannibal en miroir. Scipion a appris les leçons de Cannes et les retourne contre leur créateur. Gadès, l'actuel Cadix, la dernière ville carthaginoise d'Espagne, se rend. L'Espagne est romaine. Scipion rentre à Rome à l'automne 206. Il n'a que 30 ans. Il a reconquis une province en 5 ans, là où d'autres ont échoué pendant 10. Il a vaincu plusieurs armées carthaginoises. Il a transformé une situation désastreuse en triomphe. Le Sénat ne peut pas ignorer un tel bilan. Scipion se présente au consulat pour 205 avant Jésus-Christ. Son programme est simple et terrifiant. Envahir l'Afrique. Porter la guerre chez l'ennemi. Forcer Carthage à rappeler Hannibal d'Italie pour défendre sa propre cité. C'est exactement le plan qu'Hannibal avait utilisé contre Rome. Au lieu de défendre l'Espagne, attaquer l'Italie. Scipion veut inverser les rôles. Le Sénat est divisé. Une faction, menée par Fabius Maximus, s'oppose violemment au projet. Fabius argumente que tant qu'Hannibal reste en Italie, le devoir de Rome est de l'y affronter. Envoyer une armée en Afrique serait un gaspillage de ressources. Et puis, dit Fabius, Scipion est trop jeune, trop audacieux, trop imprévisible. Il n'a pas l'expérience nécessaire pour une campagne aussi risquée. Mais Scipion a des alliés puissants, notamment parmi les jeunes aristocrates et le peuple. L'argument est imparable. La stratégie défensive de Fabius n'a pas chassé Hannibal d'Italie. Elle l'a simplement contenu. Après 15 ans, le Carthaginois est toujours là,
et chaque année qui passe coûte à Rome en hommes, en ressources, en dignité. Il faut briser le cercle vicieux. Scipion est élu consul. Le Sénat, malgré ses réticences, autorise l'expédition africaine. Mais il ne lui donne presque rien. Pas d'armée consulaire, pas de trésor de guerre, juste l'autorisation de lever des volontaires en Sicile. Scipion devra se débrouiller avec les moyens du bord. C'est une autorisation en demi-teinte, une façon pour le Sénat de se couvrir. Si Scipion réussit, Rome en tirera la gloire. S'il échoue, il portera seul le blâme. Scipion passe l'année 205 en Sicile à rassembler et entraîner ses troupes. Il récupère les survivants de Cannes, des soldats que Rome a exilés là-bas en punition pour avoir survécu à la défaite. Ces hommes sont désespérés de se racheter. Ils forment le noyau de son armée. Il recrute des volontaires, achète du matériel, construit des navires. Et surtout, il noue des contacts secrets en Afrique. La Numidie, le royaume berbère qui borde Carthage à l'ouest, est déchiré par une guerre de succession. Deux prétendants se disputent le trône, Syphax et Massinissa. Syphax s'est allié à Carthage et a même épousé Sophonisbe, la fille d'un général carthaginois, pour sceller l'alliance. Massinissa, lui, a été chassé de son royaume et cherche des alliés. Scipion le contacte. L'alliance est scellée. Rome aidera Massinissa à reconquérir son trône et en échange, la cavalerie numide, la meilleure d'Afrique, combattra pour Scipion. En 204 avant Jésus-Christ, Scipion débarque en Afrique avec environ 35 000 hommes. C'est moins que ce qu'Hannibal avait lorsqu'il a envahi l'Italie, mais c'est suffisant pour commencer. Il assiège Utique, une ville côtière qui lui donnerait une base d'opérations solide. Le siège s'éternise. Carthage envoie une armée de secours, commandée par Hasdrubal Giscon, à ne pas confondre avec Hasdrubal Barca, et l'armée de Syphax la rejoint. Les deux camps carthaginois s'installent à quelques kilomètres d'Utique. L'hiver arrive. Les combats ralentissent. Scipion envoie des émissaires pour négocier. Les pourparlers traînent. Les Carthaginois et les Numides se relâchent. Leurs camps, construits à la hâte avec des matériaux inflammables, ne sont pas fortifiés comme ils devraient l'être. Scipion attend le bon moment. Une nuit de 203 avant Jésus-Christ, sans avertissement, les Romains attaquent. C'est une opération coordonnée d'une précision chirurgicale. Pendant que l'infanterie romaine fixe l'entrée principale des camps, des troupes légères mettent le feu aux baraquements. Le vent souffle. Les flammes se propagent à une vitesse terrifiante. Les soldats carthaginois et numides, réveillés en sursaut, se précipitent hors de leurs tentes. Certains brûlent de vifs. D'autres sont massacrés en pleine confusion. Syphax et Hasdrubal tentent de rassembler leurs hommes, mais c'est impossible. Le chaos est total. À l'aube, les deux camps ne sont plus que cendres et corps calcinés. Des milliers de Carthaginois et de Numides sont morts. Les survivants fuient en désordre. C'est un désastre pour Carthage, une victoire éclatante pour Scipion qui n'a perdu presque personne. Hasdrubal et Syphax se replient, lèvent une nouvelle armée à la hâte. Scipion les poursuit. Il les rattrape aux grandes plaines, près de l'actuel Souk el-Arba. Cette fois, c'est une bataille rangée. Scipion emploie la même tactique qu'à Ilipa. Forces légères au centre, légions d'élite sur les ailes, encerclement progressif. Les Carthaginois et les Numides sont écrasés. Syphax est capturé. Son royaume tombe aux mains de Massinissa, qui devient le roi incontesté de la Numidie et l'allié le plus fidèle de Rome en Afrique. Carthage est maintenant seul, et Scipion est aux portes de la ville. La panique s'empare du Sénat carthaginois. Ils envoient des émissaires à Rome pour négocier la paix. Les termes sont sévères. Carthage doit abandonner toutes ses possessions en Espagne, livrer sa flotte de guerre, payer une indemnité colossale. Mais la cité conserverait son autonomie et ses territoires africains. Rome accepte. La paix semble imminente. Mais il y a un problème. Hannibal Barca, le fantôme qui hante l'Italie depuis 15 ans, le génie invaincu qui a massacré 6 armées consulaires, qui a humilié Rome devant le monde entier. Tant qu'Hannibal reste en Italie avec son armée, Carthage garde une carte maîtresse. Le Sénat carthaginois tergiverse. Certains veulent accepter la paix et rappeler Hannibal. D'autres, le parti de la guerre, refusent de capituler alors que leur plus grand général est encore debout. Finalement, en 203 avant Jésus-Christ,
Carthage envoie l'ordre. Hannibal doit rentrer, défendre la patrie. Quand Hannibal reçoit le message, il est dans le sud de l'Italie, près de Crotone. Polybe raconte qu'il pleura. 15 années. 15 années à se battre sur un sol étranger, loin de sa ville, avec une armée composée de mercenaires qu'il devait payer avec le butin de guerre. 15 années à survivre sans renfort significatif parce que Carthage était plus intéressé à protéger ses routes commerciales qu'à soutenir sa guerre en Italie. Il avait été à 5 kilomètres de Rome. Il aurait pu prendre la ville, disent certains. D'autres prétendent qu'il n'a jamais eu les moyens de conduire un siège. Quoi qu'il en soit, il n'a pas marché sur Rome, et maintenant, après tant de sacrifices, il doit rentrer. Non pas en conquérant victorieux, mais comme dernier espoir d'une cité acculée. Hannibal embarque avec 12 000 vétérans, les survivants de ses campagnes italiennes. Ces hommes l'ont suivi à travers les Alpes, ont combattu dans la neige du Tessin et sous le soleil brûlant de Cannes. Ils ont vieilli avec lui. Beaucoup boitent, tous portent des cicatrices. Mais il reste la meilleure infanterie du monde antique, soudée par des années de combat, inébranlable, mortelle. En Afrique, Hannibal trouve une situation catastrophique. Les armées carthaginoises ont été détruites. Massinissa contrôle la Numidie. Scipion ravage la campagne autour de Carthage, brûlant les villages, détruisant les récoltes, coupant les routes d'approvisionnement. La cité est affamée, isolée, terrifiée. Hannibal doit reconstruire une armée presque de zéro. Il rassemble rapidement 37 000 hommes. Mais cette armée est un assemblage disparate. Il y a ces 12 000 vétérans d'Italie, bien sûr, puis environ 15 000 citoyens carthaginois levés à la hâte qui n'ont jamais vraiment combattu. Des mercenaires gaulois et ligures, environ 4 000 recrutés en urgence. Des alliés africains, peut-être 3 000. Et 80 éléphants de guerre, ces monstres qui terrorisent les armées depuis des siècles. Sur le papier, c'est une force respectable. Dans la réalité, c'est une armée fragile. Hannibal le sait. Ses mercenaires ne le connaissent pas, ne lui font pas confiance. Ses recrues carthaginoises manquent d'expérience. Et surtout, il n'a presque plus de cavalerie numide. Syphax est prisonnier. Massinissa est passé du côté romain. La cavalerie, l'arme qui lui avait donné la victoire à Cannes, l'instrument de tous ses encerclements, lui fait maintenant cruellement défaut. Il dispose d'environ 2000 cavaliers carthaginois et 2000 numides restés loyaux. C'est insuffisant. Scipion, lui, peut compter sur au moins 6000 cavaliers numides de Massinissa, plus 3000 cavaliers romains et italiens. La supériorité est écrasante. Hannibal ne se fait aucune illusion. Il sait que ses chances sont minces. Mais il doit essayer. Il marche vers l'ouest, s'éloignant de Carthage pour ne pas que la bataille se déroule sous les murs de la ville. Il choisit le terrain près de Zama Regia, une position défensive relativement bonne. Scipion le suit. Il a appris que Hannibal a regroupé son armée. Il sait que le moment décisif est arrivé. Pendant des jours, les deux armées se jaugent, se positionnent, se préparent. Puis, fait extraordinaire, Hannibal demande à rencontrer Scipion. Une entrevue entre les deux généraux, seuls, avant la bataille. Ils se rencontrent à mi-chemin entre les deux camps, accompagnés seulement d'interprètes. Deux hommes qui vont décider du sort du monde. Hannibal a 45 ans. Il a passé presque toute sa vie adulte en guerre. Son visage est marqué par les campagnes, les privations, les blessures. Il a perdu un œil lors de la traversée des marais d'Arno, en Italie. Mais son regard reste perçant, son esprit aiguisé. Scipion a 34 ans. Jeune, mais pas naïf, il a grandi sur les champs de bataille. Il porte les cicatrices du Tessin, les souvenirs de Cannes. Toute sa vie militaire a été définie par Hannibal, par la nécessité de vaincre cet homme. Polybe et Tite Live rapportent leur conversation. Hannibal parle en premier. Il propose la paix. Carthage accepterait de se retirer de toutes ses possessions extérieures, de payer une indemnité, mais conserverait son territoire africain et son autonomie. Les termes sont généreux, dit-il. Pourquoi risquer une bataille dont l'issue est incertaine? Pourquoi verser encore du sang? Il évoque les revers de la fortune. Comment un homme peut dominer le monde un jour et tout perdre le lendemain? Il se présente comme un exemple de cette vérité.
Lui qui a ravagé l'Italie pendant 15 ans se retrouve maintenant à supplier pour la survie de sa cité. Scipion écoute en silence. Puis il répond. Les termes proposés par Hannibal auraient pu être acceptables avant que Carthage ne rompe la trêve précédente. Mais cette trahison a changé la donne. Rome n'a plus confiance en la parole carthaginoise. Les conditions de paix seront plus dures maintenant. Carthage doit être assuré de ne plus jamais pouvoir menacer Rome. Il n'y aura pas de négociation. Soit Carthage accepte les termes romains, soit la bataille décidera. Hannibal comprend. Il n'y a rien d'autre à dire. Les deux hommes se séparent. Chacun retourne vers son armée. Le lendemain, ils s'affronteront. 19 octobre 202 avant Jésus-Christ. L'aube se lève sur les plaines de Zama. Les deux armées se mettent en position. Hannibal dispose ses forces selon un plan inhabituel qui révèle sa compréhension de la situation désespérée dans laquelle il se trouve. Normalement, une armée antique se déploie sur 2 ou 3 lignes espacées de quelques dizaines de mètres, mais Hannibal crée 3 lignes distinctes, séparées de 200 mètres chacune. C'est du jamais vu. En première ligne, il place ses 80 éléphants. Ces bêtes doivent briser l'élan romain, créer la panique, désorganiser les légions. Juste derrière, la première ligne d'infanterie, 12 000 mercenaires gaulois, ligures et quelques morts. Des hommes solides, mais pas exceptionnels. Leur rôle est simple, absorber le premier choc romain, user l'ennemi, mourir si nécessaire. À 200 mètres derrière la deuxième ligne, 15 000 Carthaginois et Africains, des citoyens levés récemment. Hannibal ne leur fait pas vraiment confiance. Ils manquent d'expérience, de cohésion, mais ils apportent de la masse, des corps pour ralentir l'avancée romaine. Et tout au fond, à 200 mètres encore derrière, la troisième ligne, les 12 000 vétérans d'Italie, les vrais soldats d'Hannibal, les hommes qui ont survécu à 15 années de guerre contre Rome. Ils sont sa réserve stratégique, son joker, la force qui interviendra quand les Romains seront épuisés. Sur les ailes, la cavalerie, 2000 Carthaginois à droite, 2000 Numides à gauche. C'est ridiculement faible, mais Hannibal n'a pas le choix. Il compte sur ses éléphants et son infanterie pour gagner. La cavalerie ne peut que retarder l'inévitable. Scipion observe le déploiement carthaginois et sourit presque. Il a compris le plan d'Hannibal. Mais il a préparé la réponse. Ces 29 000 légionnaires sont disposés en 3 lignes selon la tradition romaine. Les Hastati en première ligne, jeunes et fougueux. Les principes en deuxième, hommes d'âge mûr, expérimentés. Les Triarii en troisième, vétérans réservés pour les situations désespérées. Mais Scipion introduit une modification cruciale. Normalement, les légions romaines se déploient en formation de quinconces. Chaque manipule, unité tactique de 120 hommes, est décalée par rapport à ceux de la ligne suivante, créant un mur de soldats compact. Scipion abandonne cette formation. Il aligne ses manipules en colonnes, avec de larges couloirs entre eux. Ces corridors vides traversent toute la profondeur de l'armée romaine. C'est une formation que personne n'a jamais vue. Sur son aile gauche, Scipion place Laelius avec 3000 cavaliers romains et italiens. Sur son aile droite, Massinissa avec 6000 cavaliers numides. C'est là sa vraie force. La cavalerie qui manque tant à Hannibal, Scipion l'a en abondance. Son plan est d'une simplicité trompeuse. Laisser la cavalerie balayer les flancs carthaginois, puis revenir encercler l'infanterie ennemie pendant que les légions la fixent de front. C'est exactement ce qu'Hannibal a fait à Cannes. Scipion va utiliser les propres tactiques du Carthaginois contre lui. Les trompettes romaines sonnent, les corps carthaginois répondent, les deux armées hurlent leurs cris de guerre. Puis, comme prévu, Hannibal lance ses éléphants. 80 bêtes massives chargent vers les lignes romaines. Le sol tremble. Les éléphants sont terrifiants. Chacun pèse plusieurs tonnes, peut écraser un homme d'un coup de pied, briser les formations d'infanterie. Ils ont été l'arme secrète d'Hannibal pendant des années. Mais Scipion a préparé ses hommes. Au lieu de rester en ligne compacte, les légionnaires se replient dans les couloirs qu'il a ménagés. Les éléphants, poursuivant leur élan, s'engouffrent dans ces passages. Soudain, ils se retrouvent canalisés, isolés, exposés des deux côtés. Les vélites, l'infanterie légère romaine armée de javelots, bondissent. Ils lancent leurs pilums sur les flancs des éléphants, visant les zones non protégées. Sous le ventre, derrière les oreilles, les pattes.
Les bêtes hurlent de douleur. Certaines, affolées, font demi-tour et piétinent leur propre ligne. Les cornacs tentent désespérément de les contrôler, mais c'est impossible. Le vacarme des trompettes romaines, les cris, les javelines qui s'enfoncent dans leur chair, tout contribue à la panique. En quelques minutes, la charge des éléphants devient un désastre. Au lieu de briser les Romains, les pachydermes sèment le chaos dans les rangs carthaginois. Hannibal regarde, impuissant. Son premier atout vient de se retourner contre lui. Pire encore, les éléphants paniqués ravagent les ailes carthaginoises, perturbant la cavalerie déjà faible d'Hannibal. Massinissa et Laelius profitent de la confusion. Ils chargent. La cavalerie carthaginoise et numide, déjà en sous-nombre, déjà démoralisée par la débandade des éléphants, ne peut pas résister. Les 2000 cavaliers de chaque aile sont balayés en quelques minutes. Certains sont tués, d'autres fuient. Hannibal perd sa cavalerie sans même avoir combattu. Et maintenant, les 9000 cavaliers de Scipion poursuivent les fuyards loin du champ de bataille. Pour l'instant, l'infanterie carthaginoise est seule. Mais Hannibal n'abandonne pas. Sa première ligne, les 12 000 mercenaires, charge l'infanterie romaine. Les Hastati les reçoivent de plein fouet. C'est un choc brutal, animal. Les boucliers se fracassent, les épées trouvent la chair, les hommes hurlent et meurent. Les mercenaires se battent bien. Ils sont durs, habitués à la guerre. Pendant 1 heure, ils tiennent les Romains en respect. Mais les Hastati sont plus nombreux, mieux armés, mieux entraînés. Progressivement, la première ligne carthaginoise commence à reculer. Les mercenaires reculent vers la deuxième ligne, espérant trouver refuge derrière les 15 000 Carthaginois et Africains. Mais les soldats de la deuxième ligne ont d'autres idées. Ils ont vu la catastrophe des éléphants. Ils ont vu leur cavalerie s'effondrer. Maintenant, ils voient les mercenaires en déroute se précipiter vers eux. Et ils paniquent. Au lieu d'ouvrir leurs rangs pour laisser passer les survivants et refermer les lignes, au lieu de se préparer à affronter les Romains, certaines unités de la deuxième ligne refusent le passage. Tite Live rapporte même que des combats éclatent entre les mercenaires en fuite et les citoyens carthaginois. Les mercenaires accusent les Carthaginois de les abandonner. Les Carthaginois accusent les mercenaires de fuir. Dans la confusion, les Hastati arrivent. Ils enfoncent la masse désorganisée des Carthaginois. La deuxième ligne, qui aurait dû être un mur solide, s'effondre presque immédiatement. Scipion fait sonner les trompettes. Les Hastati, épuisés par 2 heures de combat brutal, se replient. Les principes, la deuxième ligne romaine, avancent. Frais, reposés, ils massacrent les restes de l'infanterie carthaginoise. Les survivants fuient. Certains sont capturés, d'autres échappent au carnage. En moins de 3 heures, Hannibal a perdu 27 000 hommes. Ses mercenaires, ses citoyens, une partie de ses vétérans pris dans l'effondrement. Ses éléphants sont morts ou dispersés. Sa cavalerie a disparu. Il ne lui reste plus que sa 3e ligne, 12 000 vétérans d'Italie, toujours intacts, attendant à 200 mètres derrière le champ de massacre. Scipion évalue la situation. Ses Hastati sont épuisés. Ses principes ont combattu durement. Mais il reste les Triarii, les vétérans de la 3e ligne, qui n'ont pas encore levé leurs épées. Et surtout, il sait que Massinissa et Laelius vont revenir. Ils ont poursuivi la cavalerie carthaginoise sur plusieurs kilomètres, mais ils reviendront. C'était le plan. La question est, quand? Scipion doit tenir jusque-là. Il fait quelque chose d'audacieux. Normalement, après un combat, les légions romaines se reforment dans leur ordre initial. Mais il n'a pas le temps. Les vétérans d'Hannibal avancent déjà. Scipion ordonne à ses 3 lignes de se déployer sur un seul front ultra large. Les Hastati au centre, les principes sur l'aile gauche, les Triarii sur l'aile droite. C'est risqué. En étalant ses forces, il réduit la profondeur de ses lignes, les rend plus vulnérables. Mais cela lui permet d'envelopper les flancs des vétérans carthaginois dès le premier choc. Les 2 murs d'hommes se précipitent l'un vers l'autre. Cette fois, c'est différent. Les vétérans d'Hannibal ne sont pas des mercenaires terrorisés ou des recrues inexpérimentés. Ce sont des professionnels. Ils ont survécu au Tessin, à la Trébie, à Cannes. Ils ont combattu pendant 15 ans contre les meilleures légions de Rome et ils ont gagné. Ils forment un bloc compact, inébranlable, mortel. Le choc est titanesque. Les boucliers se fracassent avec un bruit de tonnerre. Les épées cherchent les jointures des armures. Les hommes grognent, poussent, frappent. Pendant 1 heure,
Ni l'un ni l'autre camp ne cède un pouce de terrain. Les Romains tentent d'envelopper les flancs, mais les vétérans carthaginois pivotent, se contractent, maintiennent leur cohésion. C'est un combat au couteau, sans merci, où chaque mètre se perd en sang. Scipion sent l'épuisement gagner ses hommes. Même les Triarii, ses meilleurs soldats, peinent à percer. Les vétérans d'Hannibal sont trop bons, trop disciplinés. Si cela continue, l'affrontement pourrait basculer en faveur de Carthage. Hannibal, observant depuis sa position, doit sentir l'espoir renaître. Ses hommes tiennent. S'ils peuvent briser les légions, ils pourraient encore arracher la victoire de ce désastre. Mais à ce moment précis, l'horizon se couvre de poussière. Des milliers de cavaliers apparaissent. Massinissa et Laelius reviennent. Ils ont mis en déroute la cavalerie carthaginoise et maintenant, ils arrivent sur les arrières de l'infanterie d'Hannibal. Les vétérans carthaginois se retrouvent pris en tenaille. Devant eux, les légions romaines qui les pressent. Derrière eux, 9000 cavaliers qui chargent. C'est exactement la situation que les Romains avaient vécue à Cannes, 16 ans plus tôt. Le cauchemar revient. Mais cette fois, ce sont les Carthaginois qui le vivent. Hannibal comprend que tout est fini. Il ordonne la retraite. Mais il n'y a nulle part où fuir. Les cavaliers numides sont plus rapides que l'infanterie lourde. Ils encerclent, harcèlent, tuent. Les vétérans carthaginois tentent de former un carré défensif, dos contre dos, bouclier vers l'extérieur. Pendant quelques minutes, ils résistent encore, vendant chèrement leur vie. Puis le cercle se rétrécit. Les Romains et les Numides les submergent de tous côtés. C'est un massacre méthodique, sans pitié. À la fin de la journée, 20 000 Carthaginois gisent sur le champ de bataille. 10 000 autres sont capturés, dont 11 cornacs avec leurs éléphants survivants. Les pertes romaines? 1 500 morts, peut-être 4 000 blessés. C'est une victoire écrasante, totale, définitive. Hannibal parvient à s'échapper avec une poignée de cavaliers. Il galope vers Carthage. Quand il arrive couvert de poussière et de sang, il se présente devant le Sénat carthaginois. Les sénateurs le regardent, attendant ses mots. Hannibal dit simplement « Je n'ai pas perdu une bataille. J'ai perdu la guerre. Carthage n'a plus d'armée, plus de flotte, plus d'alliés. Scipion est aux portes de la ville et rien ne peut l'arrêter. Le Sénat carthaginois envoie des émissaires pour négocier la reddition. Cette fois, les termes romains sont impitoyables. Carthage doit livrer tous ses navires de guerre sauf 10 galères. Elle doit payer une indemnité de 10 000 talents d'argent sur 50 ans, une somme colossale qui va saigner l'économie carthaginoise pendant des décennies. Elle doit abandonner toutes ses possessions hors d'Afrique, l'Espagne, les îles, tout. Elle ne peut plus faire la guerre sans l'autorisation de Rome. Elle devient, en pratique, un État vassal, mais elle conserve son autonomie formelle et son territoire africain. C'est plus que ce que beaucoup de Romains voulaient. Caton l'Ancien et d'autres conservateurs exigeaient la destruction complète de Carthage. Mais Scipion refuse. Il veut la paix, pas l'extermination. Il espère que Carthage, humiliée mais intacte, pourra servir de contrepoids à d'autres puissances méditerranéennes. Carthage accepte. Elle n'a pas le choix. Le traité est signé en 201 avant Jésus-Christ. La deuxième guerre punique est terminée. 18 années de guerre, des centaines de milliers de morts, des villes rasées, des provinces dévastées. Et à la fin, Rome domine. Scipion rentre triomphant. Il traverse la Via Appia sous les acclamations. Le Sénat lui décerne le surnom d'Africain, celui qui a vaincu l'Afrique. Il a 35 ans. Il est le héros le plus célébré de Rome. Le peuple voudrait le nommer consul perpétuel, dictateur à vie. Mais Scipion refuse. Il croit en la République. Il ne veut pas devenir un tyran, même bienveillant. Hannibal survit encore 20 ans. Il devient suffète, le magistrat suprême de Carthage, et tente de réformer l'État pour payer l'indemnité romaine sans ruiner le peuple. Mais ses ennemis politiques l'accusent de comploter avec les Séleucides contre Rome. En 195 avant Jésus-Christ, Rome exige son extradition. Hannibal s'enfuit. Il erre de cour en cour, d'Antiochos III à Prusias de Bithynie, offrant ses services comme conseiller militaire, toujours poursuivi par les agents romains. En 183 avant Jésus-Christ, acculé dans une villa en Bithynie, entouré de soldats romains, il boit du poison.
Sa dernière phrase, rapportée par Plutarque, « Délivrons Rome de ses craintes », puisqu'elle n'a pas la patience d'attendre la mort d'un vieil homme. Il avait 64 ans. L'homme qui avait terrorisé l'Italie pendant 15 ans meurt seul, loin de sa patrie, traqué comme un animal. Scipion, lui, connaît une fin presque aussi amère. Après Zama, il reste le personnage le plus puissant de Rome. En 194 avant Jésus-Christ, il est élu consul pour la deuxième fois. En 190, il accompagne son frère Lucius en Asie pour combattre Antiochos III, la victoire romaine à Magnésie étant la domination de Rome sur l'Orient. Mais Scipion revient trop riche, trop puissant, trop indépendant. Ses ennemis politiques, menés par Caton l'Ancien, lancent une campagne de diffamation. Ils l'accusent de détournement de fonds, de corruption, de trahison. Le procès des Scipions, entre 187 et 184 avant Jésus-Christ, détruit sa réputation. Il n'est pas condamné, mais il est brisé politiquement. Dégoûté, malade, il se retire dans sa villa de Liternum, en Campanie. Il meurt là en 183 avant Jésus-Christ, la même année que Hannibal. Son épitaphe, gravée sur sa tombe située hors de Rome, dit simplement « Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os ». La bataille de Zama transforme la Méditerranée. Avant 202, Rome était une puissance italienne avec quelques possessions extérieures. Après Zama, Rome devient la puissance dominante de la Méditerranée occidentale. L'Espagne est romaine. La Sicile, la Sardaigne, la Corse sont romaines. Carthage est vassalisée. Massinissa règne sur une Numidie puissante, fidèle alliée de Rome. Les routes commerciales de la Méditerranée sont contrôlées par Rome. C'est le début de l'expansion qui transformera la République en empire. Zama démontre aussi une vérité militaire que les généraux étudieront pendant 2 millénaires. La supériorité tactique ne suffit pas si la stratégie échoue. Hannibal était peut-être le meilleur tacticien de son époque. Mais Scipion a pensé plus loin. Il a compris que pour battre Hannibal, il ne fallait pas simplement mieux manœuvrer sur le champ de bataille. Il fallait changer le théâtre de la guerre, forcer Carthage à rappeler son champion, le priver de ses avantages, créer les conditions d'une victoire possible. Scipion n'a pas seulement copié les tactiques d'Hannibal. Il a appris sa méthode. Étudier l'ennemi, comprendre ses forces et ses faiblesses, exploiter le terrain, utiliser la diplomatie pour gagner des alliés, frapper où l'ennemi est le plus vulnérable. Zama marque aussi le triomphe d'un nouveau type de général romain. Avant Scipion, les généraux romains étaient souvent des aristocrates conservateurs qui suivaient les traditions, les manuels tactiques, le cursus honorum. Scipion est différent. Il improvise, innove, prend des risques. Il traite ses alliés avec respect au lieu de les exploiter. Il étudie la culture grecque, s'inspire d'Alexandre le Grand, combine discipline romaine et flexibilité hellénistique. Cette synthèse préfigure César, Pompée, les grands généraux de la fin de la République. En un sens, Scipion invente le général romain moderne, chef militaire, diplomate, homme politique, capable de penser stratégiquement à l'échelle méditerranéenne. Mais Zama porte aussi les germes de la chute de la République. Scipion montre qu'un général populaire, soutenu par ses soldats, peut défier le Sénat et s'imposer. Il refuse de devenir dictateur, mais d'autres, un siècle plus tard, n'auront pas ces scrupules. Marius, Sylla, Pompée, César, tous marcheront sur les traces de Scipion, commandant des armées loyales envers leur chef plutôt qu'envers l'État. La République romaine survivra encore 1 siècle et demi après Zama, mais les forces qui la détruiront sont déjà en mouvement. 2000 ans plus tard, Zama reste étudié dans toutes les académies militaires du monde. La bataille illustre des principes fondamentaux, l'importance de la cavalerie pour contrôler le champ de bataille, la nécessité de s'adapter aux tactiques de l'ennemi, la supériorité d'une armée bien entraînée et cohésive sur un assemblage hétéroclite de mercenaires, le rôle décisif du moral et de la confiance des soldats en leur chef. Scipion a gagné parce que ses hommes croyaient en lui. Hannibal a perdu parce que son armée était divisée, composée d'éléments disparates qui ne se faisaient pas confiance. Mais au-delà de la tactique, Zama pose des questions plus profondes. Qu'est-ce qui fait un grand général? Le génie tactique, comme Hannibal à Cannes, la vision stratégique, comme Scipion portant la guerre en Afrique,
La capacité à inspirer les hommes? L'habileté diplomatique à construire des alliances? Scipion possédait toutes ces qualités. Hannibal aussi, mais en 202, il était usé par 15 années de guerre sans soutien, commandant une armée qu'il ne connaissait pas, privé de l'outil qui avait fait sa force, la cavalerie numide. La bataille était peut-être perdue avant même qu'elle ne commence. Il y a aussi une dimension tragique dans Zama. Les deux hommes qui s'affrontent sont des produits de la guerre, formés par elle, définis par elle. Scipion a grandi sur les champs de bataille, témoin des désastres infligés par Hannibal, déterminé à venger Rome. Hannibal a juré enfant de détruire Rome, poussé par un père obsédé par la vengeance. Ni l'un ni l'autre n'a vraiment choisi son destin. La guerre les a choisis. Et à la fin, malgré tout leur génie, tous deux finissent brisés. Hannibal meurt en exil, empoisonné. Scipion meurt déchu, rejeté par la cité qu'il a sauvée. C'est le prix de la gloire dans un monde où la victoire ne garantit pas le bonheur. Carthage survit 50 ans après Zama, mais c'est un sursis. La cité se reconstruit lentement, retrouve une prospérité modeste. Mais Rome n'oublie pas. Caton l'Ancien termine chacun de ses discours au Sénat, quel qu'en soit le sujet, par la phrase « Delenda et Carthago ». Carthage doit être détruite. En 149 avant Jésus-Christ, Rome trouve un prétexte pour déclarer la troisième guerre punique. Cette fois, il n'y a pas de quartier. En 146 avant Jésus-Christ, Scipion Émilien, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, prend Carthage après un siège de 3 ans. La ville est rasée. Les survivants sont vendus en esclavage. Le territoire est labouré et salé, symboliquement, pour que rien n'y repousse jamais. Carthage, la rivale de Rome pendant plus d'1 siècle, cesse d'exister. Zama avait scellé son sort. La troisième guerre punique n'a fait qu'exécuter la sentence. Massinissa, le roi numide qui a joué un rôle décisif à Zama, règne pendant encore 50 ans. Il transforme la Numidie en un royaume puissant et prospère, allié fidèle de Rome. Mais après sa mort, son royaume se fragmente. Ses héritiers se battent entre eux. Rome intervient, divise le royaume, le réduit progressivement. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César annexe définitivement la Numidie. Elle devient la province romaine d'Afrique Nova. Encore une fois, l'alliance avec Rome s'est révélée empoisonnée. Rome ne tolère pas de vrais alliés, seulement des vassaux ou des ennemis. La bataille de Zama change la carte du monde. Elle établit Rome comme la puissance hégémonique de la Méditerranée occidentale. Dans les décennies suivantes, Rome détruit la Macédoine, vassalise la Grèce, soumet l'Espagne, conquiert la Gaule. Chaque victoire renforce l'Empire, mais affaiblit la République. Les guerres créent des généraux trop puissants, des armées loyales envers leurs chefs plutôt qu'envers l'État, des richesses qui corrompent les institutions. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César franchit le Rubicon. La guerre civile détruit la République. Auguste fonde l'Empire. Et tout cela remonte, d'une certaine façon, à Zama. À Scipion qui a montré qu'un général pouvait défier le Sénat et gagner. À la décision de porter la guerre en Afrique malgré l'opposition des conservateurs. Aux victoires qui ont transformé Rome d'une puissance régionale en empire mondial. Hannibal et Scipion sont morts depuis plus de 2 millénaires. Carthage est poussière. Rome n'existe plus. Mais leur affrontement continue à résonner. Zama reste l'une des batailles décisives de l'histoire humaine, non pas parce qu'elle a été la plus grande ou la plus sanglante, mais parce qu'elle a orienté le cours de la civilisation occidentale. Si Hannibal avait gagné, Carthage aurait dominé la Méditerranée. L'histoire aurait été phénicienne, pas romaine. Il n'y aurait peut-être pas eu d'empire romain, pas de légion conquérant l'Europe, pas de droit romain, pas de latinisation du monde méditerranéen, pas de pont entre la Grèce antique et le Moyen-Âge européen. L'Occident tel que nous le connaissons n'existerait pas. Mais Scipion a gagné. Rome a triomphé. Et pendant 5 siècles, la Pax Romana a unifié la Méditerranée sous un seul pouvoir, créant les conditions pour l'émergence du christianisme, la préservation de la culture grecque, la diffusion du droit et de l'administration romaine qui structurent encore nos sociétés. Tout cela découle, en partie, de cette journée d'octobre 202 avant Jésus-Christ, quand 2 armées se sont affrontées dans les plaines de Zama, quand un jeune général romain a utilisé les propres armes d'Hannibal contre lui.
quand la République a détruit son plus grand ennemi et est devenue, sans vraiment le réaliser, un empire. Les leçons de Zama dépassent la stratégie militaire. La bataille enseigne que le génie individuel ne suffit pas si les ressources font défaut, qu'une stratégie supérieure bat une tactique supérieure, que les alliances peuvent être plus décisives que les armées, que la victoire appartient souvent à celui qui comprend le mieux son ennemi. Scipion a gagné parce qu'il a étudié Hannibal pendant 16 ans. Il a appris de Cannes, du Tessin, de la Trébie. Il a compris que pour battre Hannibal, il devait penser comme Hannibal, mais aller plus loin. Et il l'a fait. Zama nous rappelle aussi la fragilité de la gloire. Scipion et Hannibal, les deux plus grands généraux de leur époque, sont morts amers et rejetés. Leurs victoires ne leur ont pas apporté la paix. Leurs cités les ont trahis. C'est une leçon sombre sur la nature du pouvoir et de la reconnaissance. Peut-être que la vraie tragédie n'est pas la défaite, mais la victoire qui ne mène nulle part, qui consume celui qui l'obtient. En fin de compte, Zama n'est pas simplement l'histoire d'une bataille. C'est l'histoire de deux hommes exceptionnels pris dans un conflit qui les dépasse. C'est l'histoire d'une république qui devient empire en détruisant son ennemi. C'est l'histoire du moment où Rome cesse d'être une puissance parmi d'autres et devient la puissance. Le moment où le destin de la Méditerranée bascule. Le moment où l'Occident naît. Les plaines de Zama sont silencieuses aujourd'hui. Les corps ont pourri depuis longtemps. Les armes ont rouillé et disparu. Mais l'écho de cette bataille traverse les siècles. Chaque fois qu'un général étudie l'art de la guerre, il étudie Zama. Chaque fois qu'un historien analyse la chute de Carthage ou l'ascension de Rome, il revient à Zama. Chaque fois que nous réfléchissons aux conséquences de la guerre, à la fragilité des empires, au prix de la victoire, nous revenons à cette journée d'octobre 202 avant Jésus-Christ. Hannibal et Scipion se sont affrontés une seule fois, mais leur duel définit une époque. Il clôt l'ère des guerres puniques. Il ouvre l'ère de la domination romaine. Entre ces deux moments, sur un champ de bataille poussiéreux d'Afrique du Nord, le monde a changé. Rome a gagné, Carthage a perdu. Et l'histoire a pris le chemin que nous connaissons. C'est l'héritage de Zama. Pas seulement une victoire militaire, mais un tournant civilisationnel. Le moment où l'avenir a été décidé par le choc du fer contre le fer, le cri des mourants, le courage des survivants. Le moment où Scipion l'Africain a brisé le génie d'Hannibal et a détruit Carthage. Non pas en une journée, car Carthage survivra encore 50 ans. Mais le coup mortel a été porté à Zama. Le reste n'était qu'agonie.